Chloé Salut Kelly, à 5e. tous. Tea Time, on y est. Retour Merci. de votre émission hebdomadaire sur la Première Ligue, où on débriefe ce week-end de Première Ligue avec Rico. Salut Rico, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Je viens de voir la défaite du PSG au Vélodrome. Manque plus qu'il y a J'avoue, je suis un peu content. Manque plus qu'il y a Valls un ballon d'or. On a un œil sur la cérémonie en même temps, donc on verra. Ouais, Non, cousin. le ballon d'or, je m'en fous. Le ballon d'or, je m'en fous de qui le gagne. Cousin, pour info, j'ai opté pour juré numéro 2 et il est excellent. C'est vrai, il m'a envoyé des messages pour me dire qu'il était bien. Ouais. Hier, on se prenait la tête pour savoir quel film j'allais regarder, on savait pas quoi. Ben voilà. Riku étant là, ok. Guigny aussi est là. Salut à tous. Comment vous allez bien? Salut cousin. Ça va, hein, nous ça va bien. Après cette journée de Première Ligue, ma foi, Émouvante. pas impressionnante non plus. Pas du tout. Je tiens à dire, les grosses équipes ont su s'imposer. Oula. Oui, effectivement. Il y en a très peu, mais ils ont Il y été a là. très peu d'équipes, mais les grosses équipes ont réussi à s'imposer. Bah, je te le conseille, cousin. Donc, on va parler. De Première Ligue. J'aurais dû faire une autre scène avec le sommaire en mode juste de quoi on va parler et après mettre les trucs en surveillance. C'est pas grave. Ça va aller. On a 3 thèmes. Je vais parler des trucs. Le premier, Arsenal laisse filer Liverpool en concédant le nul contre City. Bournemouth qui s'intercale. Bah ouais, puisqu'ils font la bonne opération en ne s'inclinant pas à Newcastle. Et qui, eux, pour le coup, font la très mauvaise opération du week-end, puisqu'ils avaient l'occasion de faire un gros coup s'ils gagnaient contre Brighton. Gros coup qu'ils n'ont pas réussi. Donc, on vous met l'intro. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Sur YouTube, pardon. Vous pouvez Il a liker, plus l'habitude. vous abonner, booster la vidéo, et puis commenter. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission, déjà. On voudrait bien avoir des retours. Et puis, si votre équipe préférée, si ce n'est pas Manchester United, est dans le lot de ce qu'on va parler, vous pouvez nous donner vos impressions. Allez, intro, et c'est parti. Intro que j'ai mis 2 fois, c'est comme ça, c'est gratuit, c'est pour moi. Je te la facture pas celle-là. Voilà. Donc, on va commencer par le gros match du week-end. Arsenal, Manchester City. Arsenal qui commence bien le match, se fait surprendre par Manchester City sur une contre-attaque magnifiquement bien gérée par le duo Haaland-Reinders, qui a l'air de faire des ravages quand même. Par la suite, Pep va juste faire de la gestion et va prendre un but par... J'ai déjà plus le buteur. C'est Martinelli. Martinelli. Ah oui, le lob de Martinelli, pardon, Oui. Pardon, monsieur Gabriel. L'homme aux 50 essais à Manchester. Oui, c'est ça. Donc Arsenal qui pouvait rester au contact de Liverpool, qui eux ont fait le travail en gagnant 2-1 contre Everton sur des buts de Ekitike et Gravenberch, qui ont pas répondu parce qu'ils ont marqué en premier. Mais il y a eu un but de Gay aussi pour Everton. Un beau but en plus. Un très beau but. Donc nous avons au classement, avec ces résultats, Liverpool 15 points,
Arsenal 10 points. Tottenham, dont on va parler après, 10 points. Et Bournemouth 10 points. Bournemouth 10 points aussi. Bournemouth 10 points, du coup, qui est 4e. Alors, je vais commencer par Greeny sur ce match entre Arsenal et Manchester City. Est-ce que pour toi, Arsenal gagne un point ou est-ce qu'ils en perdent 2 parce que c'est contre City? Bah, après, Parce qu'ils perdaient 1-0. la réponse est quand même assez claire, hein. Pour moi, Arsenal perd 2 points et Arteta la joue petit bras. Très petit bras. Ah, Pour moi, tu dois Arsenal, au vu du match et comment ils rebondissent en seconde mi-temps, tu dois aller chercher la victoire. Je trouve je trouve l'adaptation du système de Guardiola pas au point encore. T'as l'impression qu'il veut lâcher son jeu de possession. Et franchement, je trouve qu'il y avait clairement l'espace pour qu'Arsenal aille chercher mieux et ne se satisfasse pas d'un nul. Après, ils n'ont pas été aidés par un gros Keres que je trouve toujours catastrophique, honnêtement. Mais je trouve pas City indomptable. Je trouve qu'il y a clairement l'occasion pour beaucoup d'équipes d'aller chercher des points contre eux, d'aller chercher des victoires. Et je pense qu'Arsenal peut s'en mordre les doigts. ok. Rico, est-ce que tu es d'accord? D'accord, pas forcément, parce que ça reste City, tu vois, dans les gros matchs, ils montrent qu'ils peuvent battre tout le monde. Mais c'est vrai qu'en fait, au vu de l'état du match, Arsenal aurait pu largement gagner. Après, Arteta qui joue petit bras, je dirais pas jusque-là, parce que ils ont vraiment dominé toute la fin de la rencontre, Arsenal. Donc, pour moi, ils auraient pu marquer avant. Là, ils marquent vraiment dans les derniers instants. Tant mieux pour eux quand même, parce que ils arrivent à repartir avec un point. Mais non, je n'irais pas jusqu'à dire que Arteta il joue petit bras. À la fin, en plus, il ferait sortir des défenseurs pour mettre des attaquants, essayer de marquer ce but que Martinelli arrive à marquer en entrant en jeu. Après, avant le début du match, je pensais qu'Arsenal allait détruire City, ça c'est clair. Ok. Toi, t'en penses quoi? Moi, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord que quand tu regardes le score à froid comme ça, oui, Arsenal est censé battre City. 100%. Le Arsenal était pour moi le favori et ils auraient dû gagner. Ça, d'accord. Je pense aussi que c'est 2 points de perdu dans la course au titre. Par contre, sur la physionomie du match, justement, le reproche que tu fais à Arteta, moi, je le ferai à Guardiola. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Guardiola n'a essayé de jouer au football. Il a joué, enfin, son équipe est restée derrière pendant C'est ce qu'on a dit pendant qu'on regardait le match, hein, parce que du coup, le match, on le regardait en direct avec des gens, donc n'hésitez pas à passer en live si vous nous voyez sur YouTube pour regarder les matchs. Et du coup, c'est ce qu'on avait dit, que vraiment City a passé tout le match en défense, en fait. En fait, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas envie de dire qu'Arteta a joué petit bras sur ce coup-là. Pour moi, c'est sur sa compo de départ déjà, Arteta, où il joue petit bras. J'ai pas envie de faire l'expert Arsenal. J'ai regardé des pros Arsenal qui gueulaient déjà sur la compo de départ. En fait, il disait que aligner un trio au milieu, Merino, Zubimendi, Rice, ils ont essayé une fois contre Liverpool, ils se sont fait casser la gueule. Au lieu de mettre un joueur plus offensif, ok, ils n'ont pas haute garde, mais est-ce qu'ils peuvent pas adapter un aisé? Est-ce qu'ils peuvent pas mettre Saka dès le début? Est-ce que Trossard en titulaire, c'est pas limite? C'est là où le petit bras, je l'applique aussi. Je pense que tu avais des cartes en main, tu n'es plus l'outsider contre City, c'est à toi de dominer, c'est pas à toi de te dire ok je vais jouer défensif parce que c'est City en face.
Là, tu es censé les exploser et pas comme l'année dernière où tu allais chercher le match nul, où tu allais chercher le point. Là, tu dois chercher les 3 points. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Hein. Mais par exemple, tu regardes par exemple, les remplacements de Guardiola, je les ai sous les yeux. C'est rentré, c'est Matheus Nunes, Nathan Ake, Nico Gonzalez, John Stone, et il y a un petit Savigno à la fin pour remplacer Doku. Il n'a pas fait rentrer un joueur offensif. Et le seul qu'il a fait rentrer, c'est Savigno. C'est à la place d'un autre joueur offensif. Et c'était à la 87e. Mm. Donc, vraiment, pour moi, l'égalisation est méritée. Il méritait de se manger un but. Et vraiment, moi, je trouve que c'est dommage. Je sors de mon rôle de supporter de Manchester United 2 secondes. Et je trouve que c'est dommage de voir un Manchester City comme ça. Surtout quand tu as des armes offensives comme Doku et Haaland. Bah ouais, Doku Qui peuvent qui te marche dynamiter sur des l'eau là, défenses. à un moment. Enfin voilà, t'as Haaland, t'as des bons joueurs, t'as de quoi jouer au football. Et Reinders, on ouvre le dossier un jour ou pas? Ou c'est trop tôt? Je trouve que le problème, c'est qu'il reste efficace. Ouais, là, il a fait une passe décisive. Il fait encore une passe décisive. Alors, par contre, dans le jeu, hier, l'influence, c'est 0. Mais encore une fois, son équipe joue pas au foot. Ouais, mais le souci, c'est que c'est lui, techniquement, ou Foden qui doit remplacer le De Bruyne, numériquement. Oui, mais Donc, tu dois avoir des attentes. Ouais, mais son équipe joue pas comme le City de Bruyne. Avec De Bruyne. Hier, vraiment, ils ont joué pour pas prendre de but. Hein. Ils ont vraiment joué comme ça. Si Amorim nous lâche un match comme ça, on l'insulte pendant 3 semaines. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Mais ce que je disais, en fait, pour moi, Arteta a plus joué petit bras. Et je justifie parce qu'en fait, Guardiola aussi l'a joué Froussard. Et c'est là où je dis qu'il change un peu de système. C'est qu'en fait, City, je les vois pas top 3. Donc, automatiquement, mon rendu, quand moi, personnellement, je vois Arsenal champion, je veux voir un Arsenal dominant. Alors que City, je vois, enfin, en début de saison, je voyais les lacunes et j'ai l'impression qu'elles se confirment. Et enfin, c'est plus le City qu'on a connu dominant. Donc, en fait, je suis à peine étonné de ce que j'ai vu, quoi. Je tombe pas de ma chaise en me disant que Haaland a mis son but par match et après le reste c'est poussif. Ouais, je comprends. Je comprends. Oui, vu comme ça, oui, si tu vois pas City comme un favori, mais ça reste quand même une équipe du top 4. C'est comme Manchester United, tu n'as pas envie qu'il reste derrière, tu vois, quand il joue contre City. Ouais. Pourtant, le gap, il est encore plus gros, tu vois. Comme je disais, si Amorim nous avait fait ce match-là contre City, on aurait râlé. Et pourtant, le gap entre les deux équipes, il est énorme, tu vois. Donc c'est pour ça que, après, je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu en as un qui est favori et l'autre non. Et clairement, c'était aux favoris de se débrouiller à marquer des buts. De ça, là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est vraiment une occasion de manquer. Et les 2 points que perd Arsenal dans la course au titre sont mérités, clairement. Ça, là-dessus, pour moi, il n'y a aucune contestation possible. Arsenal a piné. Ils auraient dû gagner. Surtout que, déjà, ils se font surprendre alors qu'ils dominaient le match. Que Arteta, il a laissé Gyökeres un peu trop longtemps sur le terrain à mon goût. Le caca qu'il étale partout aussi. C'est vraiment, il est venu caguer sur le terrain. Oh là là, il a rien. Vraiment. Hein. Moi, je voulais savoir, vous avez pensé quoi du match de Madueke? J'en ai parlé dans le. Du coup, on l'a vu ensemble. Et Madueke, j'ai beaucoup aimé. Hein. Ça manque peut-être un peu de justesse dans le dernier geste, la dernière passe, le dernier tir, mais en tout cas, quand il fallait faire des différences, il les faisait. Moi, justement, je demande votre avis parce que je suis partagé sur Madueke dans le sens où il a fait le match que Mbeumo a fait contre City pour moi. Ça veut dire que tu peux mettre à son crédit le fait que c'est le seul qui se démène pour essayer de faire quelque chose pendant tout le match. Les ballons passent par lui. Et en même temps, il est énormément responsabilisé sur ce match parce que tous les ballons, justement, vont vers lui à un moment donné. Et il n'en fait pas grand-chose.
On n'a pas une action de Madueke où vraiment, bon après on va me dire dans les commentaires, et tant mieux parce que ça nous fait des commentaires, oui mais à tel moment il a fait ci, à tel moment il a fait ça, mais moi je garde pas d'image du match de Madueke hier, quoi. Après, je Et trouve qu'il fait des différences quand même. Ouais. Enfin, comme tu dis, oui, c'est un peu le match de Bemo, mais à la différence, lui, on le voit contrairement à un Trossard. Enfin, moi, j'ai du mal avec Trossard, franchement. Trossard il a été nul à chier par contre, clairement. Enfin, t'as un Madueke de chaque côté, je pense que t'en ressors content quand même, hein. Ouais, mais c'est justement ça en fait, c'est ce que je dis, c'est que je mets à son crédit, à sa décharge, le fait qu'il est vraiment tout seul. Trossard est nul. T'as pas de lien entre la défense et l'attaque. Enfin, Mm. les milieux, Merino, Rice et Zubimendi, c'est pas pour jouer au foot. Donc, et t'as Gyökeres, on l'a dit, il était trop occupé à étaler sa diarrhée sur le terrain. Donc, tu te retrouves avec Madueke qui est vraiment isolé sur le côté. Mm. Mais, n'empêche que, avec son profil, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose. Et quand Saka est rentré, il a été beaucoup plus intéressant pour moi. Après, je trouve ça normal Ouais, que Saka soit plus intéressant. Ouais, là, c'est. Enfin, ce que tu dis, c'est logique. C'est un peu circonstanciel le fait que Madueke il se retrouve beaucoup responsabilisé, même Saka n'était pas sur le terrain. Si Saka avait été sur le terrain et que Madueke avait été à la place de Trossard, je pense que Madueke il aurait pas touché beaucoup de ballons comparé à Oui, Saka. et ça aurait été beaucoup plus dangereux. Donc, Mm. après, Saka, il revenait de blessure ou qu'est-ce qui se Ouais, Ouais, passait? ouais, il revenait de il revenait de blessure. blessure. Il revenait de blessure, ok. Mais après, pour moi, le facteur X, c'est aisé, hein. Ah, Je trouve Eze, que son entrée, elle change quelque chose aussi. Hein, c'est un joueur de dingue et il te fait le lien, la bascule milieu-attaque, hein. Oui, Et c'est lui à la passe D. ouais. L'ouverture sur Martinelli, ouais. Mm. Super passe. Enfin, lui, quand il va prendre en confiance et entre guillemets, en régularité, quand il deviendra titulaire indiscutable, je pense qu'il va falloir s'accrocher, hein. Bah, déjà, hier, quand t'as ouais, Rice Zubimendi et Eze en milieu central, c'est autre chose, hein, déjà. Mm. Bah ouais, la physionomie, elle change. Mm. Ok. Sur les prestations, j'ai la défense où j'ai Calafiori qui a été moins intéressant, je trouve, quand même. Qui a pas Euh, l'air très à l'aise. Alors, peut-être que les supporters d'Arsenal vont me contredire, mais Calafiori, latéral, moi, je suis pas fan, en fait. mm. Bah, c'est ce qu'on redisait hier encore dans le live. Pep, il a vraiment fait du mal aux entraîneurs d'aujourd'hui. Enfin, Bah, cette ouais. idée de mettre des défenseurs centraux latérales, Mm. c'est vraiment Moi, je suis... intéressant, je trouve. Là, Bah, on est ouais. retrouvé, on a vu en fait un Calafiori qui forçait Mm. comme pas possible, avec des qualités qu'il a pas. Ouais, du coup, il a servi à pas grand. Surtout qu'hier, il est pas rentré. C'était pas un latéral intérieur, tu vois. C'était. Mm. Et Mais vu qu'on est vraiment, PL, j'en ok. profite, vite fait. Hmm. Cole Palmer, 8e du Ballon d'Or, du coup. Bah, c'est un scandale. Hein. C'est dingue, ça. Je le dis comme ça. C'est un Voilà. scandale. Il a rien à foutre là. Qu'est-ce qu'il fait? Et Salah, 4e. Voilà. C'est un scandale aussi. Oh, non. Oh, moi aussi, De Salah, quoi? Quoi? Salah, 4e. Ah Ça bah te non. choque? Avant, Moi, je l'aurais... avant de se faire sortir par le PSG, il Il est était ballon d'or, hein. pour être ballon d'or. Il loupe pas son match contre Paris, pour Il, moi, c'est le ballon d'or, hein. Ah il se oui. fait sortir contre Paris et après, derrière, j'ai aucun souvenir de la saison de Salah après le match Il a contre quand même Paris. une Hein. saison record en PL, mais bon. Bah ouais. Non, non, non. Il a pas une saison record en PL. Allez. Ouais. Rico, je veux bien que tu détestes Liverpool, mais bon, là, faut peut-être pas se foutre de notre gueule. Non, non, non. Ça la quatrième, c'est mérité. C'est mérité. Après, Riku déteste les Arabes aussi, donc je pense que. Ah oui, c'est ça. Totalement. Mais ouais, Calafiori, pour revenir au débat, j'ai jamais été dans ce bateau depuis son arrivée, hein. J'ai De jamais qui? pris ce train de Calafiori. Ah si, moi Depuis le... C'est quoi, l'Euro ou la Coupe du Monde? Je sais plus où tout l'Euro le où il a été monde... incroyable. Je sais pas. Non, l'Euro, c'était pas lui. Non, c'était la Coupe du Monde, Ah, c'est Ligue lui. des Nations. Oh, je sais plus.
Attends, il arrive l'été dernier. C'était quoi avant l'été dernier? Attends, dans quelle année? 2025-2024? Ah, c'est l'Euro. Parce que la C'est Coupe du l'Euro. Monde, c'est 2026. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'Euro. Enfin, il a été bon. Il était bon à l'Euro. Bah voilà pour Arsenal. Hein. On va pouvoir. Donc, Liverpool, on fait un petit mot sur Liverpool, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que. Le derby de la Les Mersey. matchs qui suivent se ressemblent hein, pour Liverpool. Enfin, les matchs sont pas faciles, mais ils sont gagnés. Les fans vont pouvoir se couper les cheveux. 5 victoires d'affilée. Ouais, les leurs, oui. Comme quoi, c'est pas évident de gagner 5 matchs d'affilée parce que la saison dernière, ils l'ont pas fait. Ouais. C'est Bon, vrai. après, nous, on l'avait pas fait. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est 2024. Hein. On l'a pas. C'est pas un truc qui nous est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps, donc pas délirant. En plus, c'est des matchs tirés à bout de ficelle où tu marques à la 95e. Ou... Ouais. Tiens, Vitinha 3e. Dembélé Ballon d'Or, c'est bon. Oh ouais, il a spoilé tout le monde comme ça. Rafinha Là, il vient de dire 5e. le nom. Il vient de dire le nom. Ah, il a dit Ah oui, Dembélé. oui, non, c'est bon, c'est Dembélé. Et Yamal 2e du coup. Et Hakimi 3e. Pourquoi Marca, ils ont dit ouais, tout le monde va être choqué par le Ballon d'Or? Mais personne n'avait de leak. C'est complètement con, Marca. C'est les Espagnols. Hein. Ouais. Bon, bah écoute, félicitations Ousmane, hein. Bravo. Ouais. Bravo, bravo. C'est mérité. Il s'est forcé à faire la gueule sur le tapis pour pas qu'on le sache, tu vois, donc très bien. Est-ce qu'il le savait vraiment avant Non, ou il pas? le savait pas apparemment. Ouais, seul hard machin va foutre la merde, hein, je pense. Profite Ousmane, profite. Gigi Gabriel arrive pour ta peau. Waouh. Absolument. Bon, du coup, Liverpool. Clairement, moi, j'ai une question à vous poser. Grigny, on en a un petit peu parlé sur l'autre groupe, là. Donc, Rico est pas au courant, donc je vais le prendre Oula. à Oula. froid. Ça se trouve, j'ai pas vu la conversation. Peut-être pas, peut-être tu n'as pas vu, mais du coup, je demande à Rico en premier. Qui s'y sont allés foutre d'aller chercher Isaac et Wirtz? Ça leur sert à quoi? Ah. Doofenshmirtz. Dr. Wirtz. Non, mais en vrai, quand tu vois Ekitike, quand tu vois le match d'avant-hier, là, tu as l'impression que tu as besoin de foutre Isaac là-dedans ou de mettre Wirtz dedans? Mais ça, je comprenais pas déjà de base l'idée d'aller chercher Isaac du moment où tu avais mis 95 millions sur un autre attaquant. Là, en plus, Ekitike marche sur l'eau, littéralement. Il est trop fort. Ah ouais? Ça a encore moins de sens, en fait, d'avoir pris Isaac, sachant que tu avais besoin à d'autres postes, notamment la défense, parce que Konaté, ça se blesse quand même pas mal. Ça veut partir au Real, ça se blesse. Son début de saison n'est pas incroyable, même si hier il est très Van bon. Dijk qui commence à vieillir aussi, donc peut-être investir dans un remplaçant plus jeune qui demanderait moins de temps de jeu, mais qui à terme prendrait sa place. Enfin, franchement, non, je comprends pas l'idée d'être allé chercher Isaac. Après, c'est peut-être plus une opportunité de marché vu qu'il voulait vraiment partir. Opportunité de marché, c'est pas 130 millions une opportunité. Il a forcé son départ, quoi. Transfert au corps de PL quand même. De fou, c'est pas une opportunité. Il a dit Il y a moins d'un an, quand Paris s'intéresse à lui, ça demande 180 millions. T'as quand même fait une chute de 50 millions sur le transfert. Mais quand tu as un besoin que tu ailles sur Ekitike, c'est très bien. Sur Isaac. Mais là, au final, ils ne savaient pas qu'Ekitike allait. Si, il avait déjà bien commencé, mais bon, ils ne savent pas vraiment à quel point il va être fort. Spoiler, il est incroyablement fort, du coup. mais voilà. Et pareil au milieu, Wirtz, moi, je veux bien que Szoboszlai, tu t'attends pas à ce qu'il fasse pareil un si bon début de saison. Bon, au final, samedi, ça roule mieux que quand Wirtz est là, le milieu. Enfin, le match de Gravenberch est à Parlons-en de lui. Moi, j'en ai parlé à quelqu'un de Wirtz. On m'a dit, ouais, non, t'abuses, c'est un crack depuis longtemps, on le sait. Alors que j'avais dit que c'est un mec qui vient de Bundesliga, il fallait pas s'attendre à grand-chose.
Ah, mais regarde, Ekitike, il vient de Bundesliga aussi. Ouais, mais Ekitike, je t'avais dit que j'avais confiance en lui parce qu'en Ligue 1, il était déjà trop fort avant d'aller à Paris. C'est vrai. Moi, franchement, avec Ekitike, j'avais des gros doutes. J'en ai encore sur toute une saison. Mais Wirtz, il faut aussi prendre en compte que ça reste des joueurs jeunes qui rentrent dans un effectif qui est déjà huilé et eux, ils brillent en faisant des différences. Donc, il faut aussi savoir se mettre en avantage. Donc, je pense, d'ici décembre, s'il fait pas de gros matchs, c'est bon. On l'enterre dans les flops. Mais je veux bien lui donner un mini crédit à Wirtz. Non, mais c'est pas facile pour lui. En plus, c'est un poste où c'est plus compliqué. Tu as moins de temps pour réfléchir. Tu as moins de temps aussi Et ça te rentre dedans. pour exécuter tes idées. En Bundesliga, il faisait un peu comme il voulait. Il était dans le jeu du Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Et on voit avec le Real Madrid que c'est quand même intéressant aussi de jouer sous Xabi Alonso. Donc, il y a tout un truc à changer, tu vois. Alors qu'Ekitike, c'est quand même différent. Il a connu la merde à Paris. Il allait se relancer en Bundesliga. Il y a quand même un autre vécu, tu vois, en termes de combativité. Et puis, il a Isaac qui arrive, quoi, aussi. Donc, il sait que c'est pas gagné pour lui non plus. Donc, il y a autre chose. Mais c'est vrai qu'au final, surtout leur mercato, là, leur meilleur recrue, c'est Kerkez et Ekitike. Mais en vrai, pour Liverpool, je pense leur meilleur système, leur meilleur moyen d'intégrer tout le monde, ça serait de changer de système. Et pour moi, leur faiblesse, c'est Gakpo, tu vois. Tiens, Et tiens, Salah, tiens. et Salah, je le trouve moins intéressant. Est-ce Oui, que, il est tu- est-ce moins. que, est-ce que passer en 4-2-2-2 et comme ça, tu fais un Isaac Ekitike, t'as peut-être moyen de faire quelque chose de très sale quand même pour eux. Et tu gardes Gravenberch, tu peux mettre Wirtz en 10, un peu ailier, tu vois, il a déjà fait ça à Leverkusen. Je pense que tu peux intégrer tout le monde et Szoboszlai, il peut jouer un peu partout parce qu'il a même été mis latéral cette saison. Donc je Ouais, pense. mais en même temps, moi, je me dis que tu vas pas changer ton système alors que ça marche, tu vois, juste pour pouvoir faire jouer Wirtz. Wirtz, c'est pas assez bon, il va se mettre sur le banc, il va regarder les autres jouer. C'est aussi pour Isaac. Soit les Mais deux plus gros Isaac, transferts de PL. même merde pour Isaac, hein. Il va regarder Ekitike être meilleur que lui, tout simplement, tu vois. Donc, après, par contre, ouais, j'aimerais bien, parce qu'on va pas passer trop longtemps sur Liverpool, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, ils sont aussi forts il y a une semaine. Mais par contre, il y a, il y a quelque chose qui fait que Liverpool se soit hissé. Je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques années en arrière, quand ils achetaient des Ricky Lambert, Danny Ings, Moreno, machin, tout ça. Tout le monde se foutait de leur gueule. Moi, je me rappelle, hein, on disait, ouais, on va devenir Liverpool, on va devenir Liverpool. C'est la meilleure chose qui aurait pu nous arriver de devenir Liverpool. Mais il y a quelque chose le recrutement est létal en finale. Tu vois, on critique Wirtz, Isaac, parce que voilà, ils se font un peu plaisir. Déjà, quand ils dépensent beaucoup, c'est jamais très très bon signe, tu vois. Je me rappelle de Naby Keita qui vont chercher à 80 millions, ils le surpayent totalement pour rien du tout. Mais par contre, quand ils se grattent la tête, ils sont capables de quelque chose. Et je voulais en revenir là-dessus sur Gravenberch. Ils sont allés le chercher complètement mort au Bayern. On l'a évoqué chez nous à l'époque. Pas tout le monde le voulait. C'était vraiment un pari de on n'était pas sûr, etc. Au final. Qui le voulait ici? Moi, je voulais. J'ai toujours été dans son train. Moi aussi. Parce qu'on avait Ten Hag en coach à l'époque. Ouais, ça parlait d'un prêt. Ouais. J'étais en mode, vas-y, si on peut l'avoir et qu'il arrive à se relancer dans le système de Ten Hag. Bah oui, on savait. Et là, t'as Pogba Prime, en fait, avec Gravenberch. C'est une folie. Après, Donc, pour Liverpool, ce que tu disais, c'est que depuis que Edwards est revenu en tant que. J'ai plus le terme exact si c'est directeur général ou quoi que ce soit. Ouais, c'est directeur général, parce que directeur sportif. Avant, il était directeur sportif. C'est plus lui. Et il est devenu directeur général. Et du coup, il a la main mise sur
sur le club et sur les investissements et tout, visiblement. Et visiblement, il va vraiment bien, comme à l'époque de Klopp. Bah, à l'époque de Klopp, c'était encore lui. Hein. Ouais, c'était lui, mais en directeur sportif. Après, il a démissionné, parce que je crois Ouais. qu'il s'entendait pas bien avec FSG. Ouais, et sans parler de lui chez nous. Oui, je me Et il a rappelle. refusé, Ouais. malheureusement. Et lui, de base, il vient de EA Games. Hein. Ça, c'est lui qui note nos cartes sur FUT, ça veut dire. Non, avant d'arriver à Liverpool, À Liverpool. il était chez EA. Ok. Mais ça, j'avais pas l'info. Et d'ailleurs, Rico, quand tu disais que Van Dijk vieillissait, ils ont recruté Leoni aussi. Un crack de Serie A, soi-disant. Qui serait vraiment genre une sorte de regen de Van Dijk. Après, je connais pas du tout. Mais ils l'ont payé genre 30 millions. Donc c'est quand même un... Ils ont investi partout, quoi. Ok, on va passer à la suite. Oui, on va Ouais. enchaîner. Nos amis de l'AFC Bournemouth et nos amis aussi de Newcastle, parce qu'en fait, on va parler plus de Bournemouth que de Newcastle. On va parler de la meilleure équipe des deux. Bah oui, Ouais. on va parler de la meilleure équipe des deux. Newcastle vient de subir son deuxième coup d'arrêt de la saison contre Newcastle. Le premier était contre Liverpool, donc il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Les collègues sont quatrième. 13e. Ah, ouais. Je pensais que tu parlais de Newcastle. Non. Bournemouth, ils sont quatrième à égalité de points avec Arsenal et Tottenham, en ayant joué du coup Liverpool et Newcastle. De très belles choses se profilent. Du coup, hier, ils ont rencontré Newcastle dans un match qui n'était pas des plus plaisants à regarder. 0-0, et ça fait leurs affaires. Du coup, Bournemouth, je vous rappelle qu'on avait dit que c'était un mercato de merde. On l'avait passé en questionnable après. Oui, on C'est pas les a ça mis dans le questionnable parce qu'ils avaient recruté beaucoup de joueurs. En début de mercato, on les avait mis dans mercato de merde parce qu'ils avaient perdu beaucoup de joueurs, mais ils n'avaient pas recruté. Et après, on les a mis en questionnable parce qu'ils avaient beaucoup recruté. Et par contre, on ne savait pas où est-ce que ça allait nous emmener. C'est ça. Mais au final, en fait, moi, je me rends compte de quelque chose, c'est qu'on a surtout jugé les départs, mais on n'a pas jugé l'effectif au final, parce qu'il reste quand même du beau monde. Semenyo est en train de passer un step, alors qu'il était déjà très bon l'année dernière. Mais il est en train de se révéler encore plus. Evan Nilsson, qui est un joueur pas dégueulasse du tout. Brooks, Scott, Adams, c'est très intéressant. Senesi, hier, fait un match très bon. Donc, c'est vrai que, petit mea culpa, et c'est intéressant d'en parler, Bournemouth, c'est une équipe qui sait travailler, qui a eu des départs, mais qui, je pense, ont été anticipés bien avant cet été. Et donc, je voulais donner le bon point à Bournemouth. Grigny, à ton avis, ça va jusqu'à où, Bournemouth? Tu penses que ça va se tasser ou tu penses que... En vrai, au vu de l'effectif, c'est des bons joueurs, mais après, je ça pense joue pas pas que de Coupe d'Europe. Ça joue pas de Coupe d'Europe, t'as un très bon entraîneur, et Raola, faut toujours le souligner, mais du Tavernier, du Evan Nilsson, du Brooks, du Amin Adli, qui est très bon, mais qui reste jeune, du Kluivert, qui a jamais vraiment confirmé, je pense honnêtement que ça va se tasser, qu'au bout d'un moment, les résultats, ça va redescendre, des petits matchs nuls, des petites défaites par-ci, par-là. Mais ça peut... Enfin, déjà, tu les mets dans un top 8, c'est déjà une très bonne saison pour eux. Je sais même pas si c'était La une saison saison dernière, record. ils finissent à 9e. Donc je pense que ça serait une saison record. Mmh. Après, ils ont une défense très solide. J'aime bien leur goal, là, le goal de Chelsea qui est prêté là, Petrovic. Et Diakité, c'est une vraie recrue. Diakité est vraie recrue aussi. C'était une valeur sur Lille, mais là, pas de problème d'adaptation non plus. Ok. Riku, est-ce que tu es un peu plus optimiste pour eux ou est-ce que tu penses comme Green?
En vrai, là, vu comment c'est parti, je suis quand même assez optimiste. La saison dernière, je vais revoir. Hop. La saison dernière, du coup, ils finissent 9e avec 15 victoires, 11 nuls et 12 défaites. Là, ils ont déjà 3 victoires. Je pense que ça peut, alors pas forcément continuer sur cette lancée et du coup faire tellement plus, parce qu'il y a des équipes comme Chelsea, on va voir Manchester City, peut-être United même, vu qu'ils font pas un si mauvais début de saison que ça. On va voir ce que ça va donner à terme. Mais c'est le genre d'équipe qui va réussir à s'intercaler, je pense, dans cette course à l'Europe. Pas forcément pour la Ligue des Champions, mais gratter une place en Europa League, pourquoi pas. Voire Conference League, hein, ce serait déjà très bien, je pense, pour Bournemouth. Donc, à voir si tu arrives à tenir le rythme, si tu évites des blessures aussi, hein, parce qu'on sait que les blessures, ça risque de changer potentiellement leur saison. Ah bah, attends, c'est Maignan qui se pète pour 6 mois. Ouais, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus dur. Ouais, la profondeur, elle est un peu compliquée, je trouve. Ouais, Après, ils ont acheté beaucoup, hein. T'es pas à l'abri qu'il y ait 2-3 joueurs qui se révèlent aussi s'ils ont des blessures. On vient de dire que c'est une équipe qui a bien travaillé, qui a quand même perdu toute sa défense. En plus, ils sont vraiment dans la continuité de la fin de saison dernière, parce que la saison dernière, ils avaient combien de blessures à un moment où ils avaient quasiment tous leurs 11 de blessés et ils ont enchaîné des victoires à l'appel. C'est ça. Donc, je pense que c'est déjà à mettre au crédit du coach. Ouais, Il a raison quand il dit qu'il faut toujours souligner que Iraola fait un travail titanesque à Bournemouth. Et aussi au board qui travaille très bien, quoi. Qui a l'air de bien recruter les joueurs. Le coach a l'air de bien les intégrer. Et ça donne ce truc cohérent enfin, voilà, d'une équipe qui peut viser plus haut que ce qu'elle est censée viser. Pour vous, une belle saison de Bournemouth, c'est quoi? Bon, t'accroches l'Europe. Peu importe la compétition, du moment où tu arrives à accrocher l'Europe, t'es quand même en bataille avec Chelsea. Là, sur ce début de saison, t'es quand même en bataille avec Chelsea, Crystal Palace qui fait un très bon début de saison aussi, qu'on n'a pas Là, souligné. actuellement, non. Ils sont en compétition avec Tottenham, Arsenal et Ouais, mais ils ont qu'un point d'écart. Il y a qu'un point d'écart. Non, oui, avec Chelsea et tout ça. Ouais, Crystal Palace, ils sont 9e. Chelsea, Oui. non, Crystal Palace, ils ont 9 septième. points. Chelsea, ils ont 8 points. Sunderland, qui fait un beau début de saison aussi, 8 points. Ouais. Ils sont dans ces. En sachant que le concurrence avec calendrier de Bournemouth, il est quand même intéressant parce que tu joues Leeds, Fulham, La Palace, Forest. Ils ont affronté Liverpool dès la première journée. Ils ont vraiment pas montré un mauvais visage. Ils ont failli même arracher un point à Liverpool. Bon, malheureusement, ils ont craqué en fin de match. Mais non, franchement, Bournemouth, attention à eux parce que ça peut être un peu l'épouvantail Après, moi, je vais pas vous mentir, de l'APL, quoi. j'ai un gros warning sur eux. Et vous allez le voir venir. Attention à la valse des entraîneurs. S'il y a un gros entraîneur de PL qui saute, Iraola, il sera dans les premiers choix. Clin d'œil à Morim. Et je pense qu'il n'y a pas que United qui est dans la conversation. Non, mais oui. Si t'as un Maresca qui se fait sauter aussi, c'est pareil. Ouais. C'est sûr qu'ils vont aller chercher Iraola. Pas sûr qu'il va vouloir y aller, je sais pas. Mais par contre, Chelsea, c'est le premier nom qu'ils vont cocher, c'est Iraola. C'est sûr. Il coche toutes les cases. Donc, si Amorim saute, je pense aussi qu'on va le chercher. C'est moins sûr qu'il a envie de venir. Mais Chelsea, il sait qu'il va avoir beaucoup de moyens à sa disposition. Ce serait pas délirant qu'il décide d'y aller, quoi. Donc oui. Surtout qu'il travaille avec des jeunes, donc dans le projet Chelsea, c'est encore plus cohérent. Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense un gros trigger warning sur ça. Ouais. Non, mais t'as raison de le dire. Du coup, Bournemouth, qui du coup se retrouve 4e en ayant joué des bonnes équipes, dont Brighton. Donc eux, ils ont réussi à battre Brighton, ce qui n'est pas le cas de nos amis de Tottenham, dont on va parler maintenant.
Brighton-Tottenham, le match avait super bien commencé pour Brighton. 2-2. 2-0. 2-2, c'est le score final. But de Minté à la 8e minute, donc très Très beau but. rapidement. Oui, très beau but. Ayari, belle frappe aussi. Bon, Vicario, pour moi, n'est pas non plus exemple de tout reproche sur cette frappe. Et du coup, très peu de temps après, 10 minutes après, Richarlison va marquer le but du 2-1 avant que Van Eyck mette un CSC et remettre les équipes à égalité à la 82e, donc 8 minutes de la fin du match. C'est une grosse occasion pour Tottenham. C'est un gros coup que Tottenham pouvait faire. Brighton, c'est prenable pour Tottenham. Et du coup, tu te retrouves, du coup, on l'a dit, à hauteur de Bournemouth. Est-ce que pour vous, ça montre que Tottenham n'est pas encore prêt à aller chercher plus que une 7, 8e place, c'est-à-dire aller se battre avec Bournemouth, quoi. Enfin, en gros, là, ils sont là parce que les gros, que ce soit Bournemouth, que ce soit Tottenham, ils sont là parce que les gros ne sont pas encore au rendez-vous complètement. Mais du coup, après, ça dégage. Ou est-ce que vous pensez que c'est bon, un coup d'arrêt, comme ça peut arriver? Riku, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il faut tirer des conclusions de ce match nul de Tottenham? Alors attends, je vérifie juste un truc. Il se fait un replay du match, vite fait. Non, je regardais les autres résultats de Tottenham et quand en fait je regarde, je vois que Tottenham arrive à gagner mais contre des équipes qui soit ne vont pas bien, soit sont prenables. Quand tu affrontes une équipe comme Bournemouth, tu perds 1-0 à domicile. Et là, quand tu affrontes Brighton, même si l'équipe va pas au top, notamment Carlos Baleba, et bah tu fais 2-2 en te faisant dominer sur la première mi-temps. Alors, faut pas oublier que Thomas Frank vient d'arriver, qu'il faut encore peut-être du temps pour réussir à mettre tout ce qu'il voudrait mettre en place. Hein, quand on voit du côté de Manchester, quand un nouveau coach arrive, c'est pas tout le temps évident de mettre ce que tu veux en place dès les premiers matchs. Mais je pense que c'est pas plus inquiétant que ça à l'heure actuelle, parce qu'il faut pas oublier d'où ils viennent non plus. Ils ont fini 16e la saison dernière. Il y a sûrement encore des traumatismes dans cette équipe. Ils ont quand même recruté Xavi Simons, ils ont quand même recruté Kudus. Enfin, ils sont pas à plaindre non plus, tu vois. Enfin, ils ont fait leur. Je peux te dire la même chose de Manchester. Alors, t'as recruté Cunha, t'as recruté Mbeumo, t'as recruté Sesco. Et au final, Évidemment, non, mais évidemment qu'on s'attend ouais. pas à ne pas. Enfin, on n'a Donc, pas. On pense on pas peut qu'on avoir va les être mêmes attentes pour 6e. Tottenham à ce niveau-là, j'ai envie de te dire. Mais justement, alors du coup, pour toi, Tottenham, tu les situes où là, à ce moment-là? Oh, bah dans les 8 premiers. Ok. Et t'as pas l'impression qu'il y a une semaine, on les mettait beaucoup plus haut que ça? Bah en fait, ils étaient plus ils étaient surprenants il y a une semaine parce que forcément ils étaient un peu plus hauts. Mais là, le genre de match qu'on voit comme Brighton, c'est un peu un retour à la réalité. C'est pas forcément. Oui, voilà. En fait, c'est ça, moi, ma question. C'est est-ce que c'est un petit coup d'arrêt, mais ils vont continuer d'être surprenants toute la saison pour toi? Ou est-ce que ils sont justement retour à la réalité, vous retournez à votre entre 6 et 8e place, et voilà, parce que moi, c'est où je les situe au début de la saison, Tottenham. C'est bon, très beau mercato, mais bon, ça part de loin. Ah C'est oui, septième, bah, c'est pas ils sont mal. dans le top 8. Là, après, c'est parce que ça reste le début du championnat, donc forcément, ils arrivent à rester assez haut. Parce que bah, forcément, les équipes devant n'ont pas plus de points ou très peu. Mais à terme, il y a forcément un écart qui va se créer. Il y a des équipes qui vont réussir à dépasser Tottenham. Et ça va se caler entre la 8e et la 4e place, je pense. Ouais. Mm. Ok. Donc oui, côté Brighton, les bas encore été pas bons du tout. On a demandé à leur coach est-ce que ça a à voir avec les rumeurs de cet été. Il a dit oui, carrément.
Oui, et Oui, oui, et c'est complètement ça. Il voulait y aller, il était très intéressé, et du coup, ça s'est pas fait. Mais, euh, mais voilà, après, du coup, je les ai trouvés particulièrement mauvais, Tottenham, sur ce match. C'est-à-dire que même, même individuellement, enfin, je veux dire, Koudou, ça n'a pas été incroyable. Bergval, qui marchait sur l'eau jusqu'à maintenant, n'a pas fait son petit match de fou qu'il a l'habitude de faire. Voilà, l'entrée de comment il s'appelle, Xavi Simons. Xavi Simons, ça a été pas mal du tout, par contre. Euh, mais voilà, c'est un vrai coup d'arrêt pour nos amis Spurs. Euh, et moi, je pense on va les voir la semaine prochaine. Et là, on aura plus de, enfin, d'indications, oui et non. Mais en fait, le truc, c'est parce que je suis en train de regarder Après, leur Contre calendrier. Wolverhampton. ils Ouais, c'est affrontent ça. Wolverhampton, donc Je suis en train de regarder leur calendrier. Doncaster, Wolverhampton, Bodo Glimt, Leeds, Aston Villa. Avant fin octobre, ils ne rencontrent pas une équipe sérieuse. Et là, l'équipe sérieuse, c'est Tottenham en Ligue des Champions. Bah, C'est Monaco en Ligue Monaco. des Champions. Ouais. Donc, ap- et après, ils vont encore sur Everton, qui est une équipe prenable. Donc, ils ont quand même de quoi se relancer. Après, j'espère ils sont prêts pour novembre, hein. Parce que quand tu as un Chelsea, United, Arsenal, Paris, Ouais. attention à novembre pour eux, Puis hein. après, Fulham, qui est une équipe Casse-couille. qui est assez chiante début de saison. Newcastle derrière. Ouais. La fin d'année va être serrée pour eux. En fait, je pense qu'ils ont intérêt à engranger beaucoup de points là, le mois qui arrive. Ils ont Bah, intérêt à des points engranger. et de la confiance, hein, parce que Voilà. c'est le genre de match où Ouais. tu vas engranger de la confiance, que ton système va plus se mettre en place pour Thomas Frank. Si tu veux être prêt pour les matchs de novembre, c'est tout de suite qu'il faut être bon. Complètement. Après, là, pour moi, il jauge encore la qualité de son effectif parce que quand tu vois le 11, c'est pas un 11 bis, mais je veux dire, Odegaard ne doit pas être titulaire, Bentancur ne doit pas être titulaire, Richarlison, c'est un bon joueur de rotation, mais il doit pas être titulaire, je pense. Et Bergval, titulaire en devenir, mais c'est pas encore un titulaire indiscutable, il est encore très jeune. T'as ton meilleur joueur pour moi qui est Pape Matar Sarr, qui est pas titulaire, qui est au repos. Je pense du coup, il jauge encore. Il a peut-être pris Brighton soit un peu de haut, soit il sait qu'il y a la Ligue des Champions, les petites coupes et la PL sur toute une saison. Et il essaye pas de faire tourner, mais de comme je disais, encore jauger son Appliquer effectif. tout le monde un Et peu. ouais, c'est ça. Faire une petite rotation. Et malheureusement, à ses dépenses, ça lui a pas servi. Après, sur le 1-0 de Brighton, Tottenham menait vraiment. C'était vraiment un coupe-gorge qui faisait à Brighton. Et Brighton s'en sort presque miraculeusement sur un contre-éclair qui change toute la physionomie du match. Ouais. Donc c'est pour ça que je peux comprendre aussi qu'il y a une sorte de contexte au début qui te change toute la physionomie du match. Et, Ok. mais l'entrée de Xavi Simons, moi je suis pas un hater de Xavi Simons, mais je ne l'aime pas particulièrement, je trouve intéressant. Enfin, je l'ai trouvé intéressante. Oui, c'est sûr. Mais voilà, oui, c'est vrai que Thomas Frank est encore en train de tâtonner un peu. Ses débuts sont excellents quand même dans l'ensemble. Je pense que les supporters Tottenham auraient signé des deux mains et des deux pieds il y a un mois pour ce début de saison. Et je pense pas qu'on va les revoir entre la 10e et la 20e place cette saison. Donc ça laisse quand même présager de bonnes choses pour Tottenham. Euh, espérons. S'ils peuvent sortir un City du top 4, on est content, tu vois. Donc, en bon hater qu'on est. Mais non, on va les sortir, nous, City. Ah, ce serait beau, ça. Oh, ce serait beau, hein. Ce serait beau. Qu'on soit dans le top 4, c'est pas eux, ce serait plaisir. On est à 3 points du deuxième pour l'instant. Oui. Bon, petit. Hop, j'enlève le sommaire. Parce qu'on a pas Voilà. fait tous les trucs. Petit bonus.
Chelsea. On a fait un débrief, mais on a parlé surtout de Manchester United. Parlons un peu de Chelsea. Ils sont dans une forme catastrophique. Qu'est-ce que c'est que ce début de saison de con? Franchement, qu'est-ce que c'est que ce début de saison de con? T'as perdu Force. des points contre Crystal Palace. T'as perdu des points contre... La semaine dernière, c'était qui? Brentford. Brentford. Mm. Il s'est fait taper en plus ce week-end, là, tu vois. Donc, ils ont perdu 3-1 contre Fulham, je crois. Donc, bon, c'est que Brentford, c'est pas forcément l'équipe de l'année non plus. Tu perds 3 points, puisque tu en prends 0 contre Manchester United. C'est-à-dire que là, dans la course au titre, on parlait d'Arsenal qui en perd 2. Chelsea, c'est moins 7. Mm. Premièrement, est-ce qu'on n'a pas un peu surcoté cette équipe il y a encore une semaine de ça, où on parlait d'eux pour le titre, alors qu'ils avaient déjà 2 matchs nuls dans la gueule contre Brentford et Crystal Palace. Je veux dire, c'était pas contre City et Liverpool. Est-ce qu'on n'a pas un peu surcoté cette équipe? En fait, je pense pas que ce soit l'équipe qui soit surcotée, je pense que c'est l'entraîneur. Oui. Pour moi, Chelsea, c'était un solide 3e avec un entraîneur capable. Mais ce que j'ai vu contre Manchester ce week-end, Oui. c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ah oui, non, ouais, oui, non. Oui, non, mais tu prends cet ensemble-là, parce qu'il y a une semaine, quand on parlait d'eux pour le titre, le coach, c'était le même. Oui. Et on parlait pas d'eux comme ça. Ouais. Donc, est-ce qu'on s'est pas un peu enflammé à cause de João Pedro, qui fait un début de saison phénoménal et qui avait l'air d'apporter ce qui manquait à Chelsea la saison dernière? Bon, au final, on se rend compte que la saison dernière, il ne manquait pas qu'un neuf à Chelsea. Il manquait, en l'occurrence, un coach. Mais il manquait un gardien aussi. Il manque un gardien aussi. Et on le voit, Mm. bah oui, complètement. Complètement. Oui, le gardien n'est pas bon. Du coup, même question que pour les autres, parce que là, on est en début de saison et c'est un peu la question qu'on va se poser sur toutes les équipes là, pendant encore peut-être 2-3 semaines, là, 2-3 journées. Chelsea, ils sont où? C'est quoi leur niveau là? Est-ce que les supporters, il faut leur dire calmez-vous, vous ne serez pas champion? Est-ce qu'il faut leur dire commencez à avoir peur de finir en dehors du top 6? Et qu'est-ce qu'on dit aux supporters de Chelsea qui nous écoutent là et qui se demandent qu'est-ce qu'on doit penser de notre équipe après tout ça? Bah, s'il n'y a pas de changement d'entraîneur, mais ça peut changer à tout moment. De base, je les voyais 3e. Là, maintenant, ça peut osciller entre la 3 et 5e place, je pense. Je les vois pas aller en dessous. Mais je serais pas choqué de les voir descendre 4 ou 5e parce que ils vont aussi avoir la course Ligue des Champions en même temps à gérer. Ce qui va pas être une mince affaire, à part qu'ils claquent cet hiver une énorme quicheta sur un goal, sur du renforcement. Mais j'ai peur que l'enchaînement et le manque de régularité, parce qu'on a vu que c'est de la régularité qu'il faut pour gagner contre des clubs type Fulham, Crystal Palace, Brentford, c'est des buts à la dernière minute, juste de la constance, ils l'ont pas encore. Donc, et je pense qu'il y a d'autres clubs de PL qui ont plus ce moyen de gratter des points avant eux. Donc c'est pour ça que oui, on les a vus trop beaux. Je sais pas si vous les avez considérés dans le titre directement. Ou un Moi, peu en je les dessous. avais Non, mis. Je les ouais. voyais 2e de PL. Ouais, donc tu Moi, je regardes. commençais à les voir beaux. Alors, il y a eu le match après City déjà, enfin, qui fait qu'on les a peut-être un peu vus trop beaux, justement. Ouais. City, non, je dis de la merde. West Ham, peut-être, où ils ont mis Ouais, 5-1. ouais, c'est ça. Bah au tout début avec João Pedro. Oui, c'est ça. C'est les débuts de Ok. Pedro et West Ham où on voit 5-1. Oui, c'est ça.
où ils nous ont fait grosse impression. Derrière, ils tapent Fulham. Et 2-0. là, ils sont sur une semaine où, entre le 13 septembre et le 20, donc 7 jours pile poil, ils perdent 2 points contre Brentford, ils en prennent 3 contre le Bayern, et ils se font taper contre Manchester United. Et, enfin, je le répète, mais il n'y a pas que le carton rouge. Ils se faisaient rentrer dans la gueule depuis déjà 5 minutes au moment du carton rouge. Ils ont très très mal commencé. Donc, ouais, moi je les voyais haut, je les voyais pas champions parce que j'ai toujours dit que mon favori c'était Arsenal. Bon, ça commence à changer. Mais ouais, moi je les voyais top 3. Et là, moi je pense que si City se réveille, je les vois pas top 5. Ah ouais? Ouais. C'est quoi ton top 5 actualisé? Là, mon top 5 actualisé, pour moi, Liverpool est premier. Ok. Parce que, bon, voilà, moi je voyais Arsenal, mais bon, force est de constater que Liverpool, c'est beaucoup trop solide. Ils font exactement le même début de saison que la semaine dernière, où quand il faut être impressionnant, ils sont impressionnants, quand il faut être pragmatique, ils le sont. C'est, voilà. Deuxième, je mets Arsenal. Ok. Troisième, Il sait plus. non, je suis en train de... Ouais, je pense que ce sera City, troisième. Quatrième, t'es pas à l'abri qu'un Manchester United ou un Tottenham viennent là. Et donc 5e Chelsea. Et cinquième, Chelsea. Moi, je pense qu'ils seront cinquième. Parce que je pense qu'il y a une équipe qui va faire la surprise. Peut-être Bournemouth, même si j'y crois moyen. Mais un Tottenham, un Manchester United qui vient Qui se te faire réveille. un coup. J'y crois un petit peu dans le top 4. Donc Chelsea, ça commence à puer. Moi, ce qui m'inquiète le plus pour Chelsea, c'est un truc qu'on n'a pas évoqué depuis un moment, c'est leur nombre de joueurs dans leur effectif. En fait, tu as l'impression que du coup, il y a tellement de joueurs dans cet effectif que Maresca, il fait des changements, pas forcément pour faire jouer les meilleurs joueurs ou faire rentrer les joueurs les plus pertinents, mais pour donner du temps de jeu à tout le monde. Ouais. Quand il fait rentrer Tyreek George Manchester ce week-end, c'est absolument pas pertinent. C'est une connerie. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça en plus. Alors que c'est justement ce qui m'inquiète, c'est que je pense sincèrement qu'il doit y avoir des histoires de contrat avec certains joueurs qui doivent avoir un temps de jeu minimum, parce que vu Moi, je les pense pas joueurs que que c'est tu une as sur histoire le de banc. contrat, c'est juste qu'ils sont sur une base de trading et tu vends pas un joueur s'il joue jamais. Ouais, c'est peut-être pas contrat, mais ou alors c'est la direction qui force Oui, c'est ça. Maresca La à direction lui dit, faire jouer. oublie pas que pour Des acheter les trucs comme joueurs que ça. tu veux, il faut que tu les vendes. Et donc, le petit Eric George, si tu le veux pas, fais-le jouer, comme ça, on le vend. Et c'est là que du coup le plan de Chelsea se casse complètement la gueule, parce que tu te tires une balle dans le pied en faisant des changements inutiles ou en faisant jouer des joueurs qui n'en valent pas le coup. Ouais, complètement. Complètement. Et moi, il y Alors, en a soi, un autre- l'effectif, franchement, il est incroyable. C'est pour ça que je les voyais deuxième, moi, en début de saison. Oui, oui. Mais- Moi, il y a un truc qui Après, m'inquiète vraiment pour Chelsea, c'est le calendrier. Ils ont joué personne encore. est-ce qu'il est Et les vraiment seules équipes qu'ils ont affrontées, incroyable ils le ont perdu. calendrier, l'effectif? Caicedo, Franchement, Enzo oui. Fernandez, Joao Pedro, Estevao Willian, Cole Palmer. Cole Palmer, Malo Gusto, Rhys James. Moi, je bute un joueur de Manchester United pour avoir n'importe lequel d'eux. Oui, mais est-ce que c'est un effectif qui tabasse Arsenal ou Liverpool? Je suis pas sûr. T'as aucun joueur de... Enfin, si, t'as des joueurs d'expérience. T'as Caicedo, qui est un des meilleurs joueurs de PL. T'as Palmer, qui est un très bon joueur, même si la saison dernière, il est quand même un peu en dedans. Oh non, tu t'abuses, il est top 9.
Top 8. Top 8. Ballon d'or quand même. Hein. Ah oui. Ouais, bah là, pour le coup, c'est vraiment juste la Coupe du Monde qui le fait. Oui, T'as Mais bon. Pedro, on Même sait pas la pas Coupe du du tout. Monde en général, c'est le match contre le PSG. Hein. C'est ça. Oui, en plus. Excuse-moi. Je continue. À Pedro, on n'a aucune certitude sur la régularité toute la saison. Défensivement, t'as Cucurella qui est très bon. Reece James, c'est un taulier, mais il est toujours blessé. J'ai pas un effectif où tu es sûr que tu vas à la guerre, tu es sûr de gagner, tu es sûr de repartir avec 3 points. Voilà. Non, mais puis moi, comme je le dis, la variable de ils ont joué personne, c'est à double tranchant. Ils peuvent battre un ou deux gros et du coup lancer leur saison sur une dynamique de fou. Parce que nous, quand on voit des gros calendriers, on se dit toujours ils vont se faire massacrer ou on va se faire massacrer. Le truc, c'est que dans un gros calendrier, si tu bats deux gros, tu pars avec le plein de confiance et tu as pris des points contre des équipes où tu n'es pas forcément censé en avoir pris. Là, Chelsea, ça va être compliqué. Chelsea, je vais regarder, mais je pense que novembre-décembre, ça va être sombre pour eux. Hein. Bah déjà, prochain match, c'est Brighton. Déjà, ça va être un indicatif. Est-ce qu'il passe un club qui joue au foot, qui peut être genre dur à prendre les 3 points. Après, c'est Liverpool. En vrai, ils ont un mercato. En vrai, ils ont un. Putain, ils ont un calendrier, il est trop bien. Ouais, parce que tu affrontes un gros, après tu enchaînes sur des C'est petits, ça, un gros, des petits, un gros, ça. des petits. Franchement, ils sont jouent tranquilles. Hein. Luton, là, donc ils vont pouvoir se remettre dedans. Après, ils jouent Brighton. Brighton, ils ne font pas plus flipper que ça en ce début de saison pour l'instant. Après, ils jouent Benfica, ils vont les massacrer. Après, ils jouent Liverpool. Mais s'ils perdent, après, ils jouent contre Nottingham Forest. Tu te refais contre Forest, l'Ajax, Sunderland. Voilà, en vrai. Et là, tu arrives Tottenham, c'est un peu compliqué, mais même si tu perds après, tu as Karabakh, les Wolves, Burnley. Après, tu joues le Barça. Bon, tu as peut-être l'enchaînement Barça-Arsenal qui peut te faire mal. Mais ouais, franchement, leur mercato, il est incroyable. Non, en fait. leur calendrier. Leur Après, mercato. calendrier. Après, je suis allé un peu plus long en mars, c'est dur. Hein. On va faire Newcastle, Everton, City, United, Brighton, Ouais, mais Forest en et après mars. Liverpool. Ça se trouve, en mars, la machine sera lancée. Ouais, c'est ça. Et puis en Mais mars, si leur problème, c'est un enchaînement de matchs en mars, c'est un problème de riche. Hein. sans compter la Ligue des Champions s'ils sont là. Ouais. Enfin bon. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur cette journée de Première Ligue? On est sur une bonne heure d'émission, ce qui est pas mal. Ouais. Une journée pas très spectaculaire, honnêtement. Donc, Non, en vrai, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas de joueurs qui sont ressortis de manière spectaculaire, à part Gravenberch et Kitike qui m'ont fait une impression de fou furieux. Haaland qui continue d'être très impressionnant. On a quand même notre petit rituel de dire le joueur, le MVP. Non? Vas-y, bah moi, en MVP, moi je mets Gravenberch. Gravenberch. Non! Putain, je suis un ouf! De Ligt! Je suis un ouf, moi. De Ligt est MVP pour moi. Riku, c'est qui ton MVP? J'hésite encore. moi, je dis Gravenberch avant que tu t'y mettes. En vrai, je vais dire un mec que j'aime pas, Donnarumma. Ah oui, c'est vrai qu'il les a tenus en. Parce qu'il a quand même sauvé City. Ouais, il les a bien tenus en vie quand même sur le match d'hier. Il était très nul au pied, mais très bon avec les mains. C'est Donnarumma, quoi. En plus, c'est la meilleure version de Donnarumma parce que tu as une version de Donnarumma qui fait des boulettes à la main et qui est toujours pas bon au pied. Mais là, ils ont la bonne version de Donnarumma, donc bravo à eux. C'est toujours utile d'avoir un gardien qui gardienne. Demandez à Chelsea. Demandez à United aussi. Hein. Oui, demandez à Chelsea. Attends, c'est peut-être bientôt réglé. On retire pas le joueur avant. Et d'ailleurs, l'équipe de la semaine, moi, je mets United. Hein. Je mets United aussi, là, par contre, équipe de la semaine. Je mets Fulham. C'est le qui mélange tout.
Ouais. On va laisser Liverpool pour leur 5 in a row. Ouais, leur 5 in a row. Ouais. Ou Crystal Palace. Après, Liverpool, tu vois, je les ai pas trouvés plus convaincants que ça face à Everton parce qu'ils ont quand même eu des gros moments de blanc. Ils ont eu des grosses individualités contre Everton. Le niveau d'Ekitike, le niveau de McAllister était très bon aussi, le niveau de Gravenberch, il était incroyable. Mais c'est sûr que moi, j'ai pas vu une force aussi collective plus impressionnante que ça. Mais vraiment, ils ont des joueurs qui sont capables d'aller très très haut en niveau, quoi. Ouais. Si on fait parler d'un truc inquiétant aussi, c'est Wolverhampton. Alors eux, ils sont dans une machine à laver. Alors, si on part là-dessus, franchement, tu as le trio Wolverhampton, West Ham, Aston Villa. Ouais, mais je crois que Wolverhampton, c'est vraiment... Vous pensez que Wolverhampton gagne un match d'ici Noël? Wow. C'est quoi leur calendrier? Ouais, oui, parce qu'ils vont jouer Manchester United. Everton, Ouais, Tottenham, sûr et Brighton. certain, t'inquiète pas, ils vont gagner contre nous. Parce que Aston Villa, je pense qu'ils vont quand même gagner un match au bout d'un moment. Mais Wolverhampton, Wolverhampton, ils vont gagner contre Manchester United, c'est sûr et certain. c'est vraiment 5 défaites de suite. Ouais, mais Non, je pense pas. là, il n'y a plus Cunha. Hein. Alors ouais, ils ont personne. Non, mais vraiment, c'est. Non, mais non, Manchester United, t'as pas besoin de te faire chier tant que ça pour les battre. T'as juste besoin d'être une équipe en galère qui demande des points. Derby County qui a eu le moins de points en 2007-2008, 11 points au compteur. Ben, ils en sont encore loin. Parce que là, Wolverhampton... Ils sont à 0. Wolverhampton, d'ici Noël, t'es foutu. Parce que déjà, tu joues pas United. Tu joues après Noël. Ah! Bon, bah non, ils gagnent pas d'ici Noël. Parce que là, bon, t'as un match de League Cup contre Everton. Bon, Attends, c'est Wolverhampton au Boxing Day qu'on joue, nous? Non, on les joue après. Ah. Comment Moi, ça? je pense qu'ils gagnent contre Sunderland. Ah non, on les... je suis bête. C'est le match retour qu'on les joue juste après le Il Boxing est Day. sous doré, lui, c'est pas possible. Et on les joue le 6 décembre. Ouais, on les joue le 6 et après on les joue le 30 décembre. Ouais, donc ils vont gagner avant Noël. Juste 2 semaines avant Noël. Ils vont gagner. Parce que sinon, là, c'est Tottenham, Brighton, Sunderland, Burnley. Ah, peut-être contre Burnley, hein. On sait jamais. Fulham, Burnley, Chelsea, West Ham. Crystal Palace, Aston Villa, Je pense pas que contre Burnley, ils vont gagner. United, Arsenal, Brentford, Liverpool. Et après, c'est United. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire un truc légendaire et de ne pas gagner un seul match Ce serait incroyable. avant le milieu de la saison. C'est incroyable de vivre ça tous ensemble. Ok, bon. Écoutez, on va aller se coucher. Des étoiles plein les yeux en pensant au fait que Ousmane Dembélé est ballon d'or. Félicitations à lui. En vrai, je m'en fous, mais non, ça me fait un peu plaisir pour lui quand même. J'en ai rien à foutre. Ça aurait pu être lui ou Yamal, j'avais rien à foutre. Non, en vrai, ça me fait un peu plaisir pour Dembélé parce que il revient loin quand même, hein, les blessures et tout ça. C'est vrai. Il y a un tweet qui est ressorti le 5 octobre 2020. Ousmane Dembélé a accepté de rejoindre Manchester. Barcelone négocie aussi pour un transfert. Ah ouais? Oui. Oh putain, oui, je m'en rappelle, c'était pas en fin de mercato ça? Duncan Castle qui met ça. Enfin, qui avait mis ça à l'époque. Le tweet est ressorti. Bon, de toute façon, chez nous, il aura enterré sa carrière. Oui. Ouais, Il a enterré à Barcelone aussi. Et petit big up à McTominay qui a fini 18ème du Ballon d'Or. Ouais, ça me fait plaisir. Ça fait très plaisir pour lui. J'espère que Garnachoir atteindra pas ce niveau. Mais ça m'étonnerait quand même. On espère que Højlund n'atteindra pas ce niveau aussi. D'ailleurs, il joue ce soir Højlund, je crois. Attends. Hein? Comment ça, il y a des matchs? Il n'y a pas de la Serie A là ce soir? Il y avait de la Serie A, je sais pas si c'était Naples qui jouait. C'est Naples, ils ont gagné 3-2. Et Il n'a pas marqué. Celui-là n'a pas mis un but. Il n'était même pas convoqué. Passe décisive de McTominay, par contre.
Si, il a été convoqué. Il fait un match à 6,3. Il sort à la 78e. C'est le pire total de l'équipe. Mais bon, on m'a dit qu'il a marqué un but au premier match. Oui. On devait le regretter. On m'a dit attention. Il veut tourner à Naples. Lorenzo Lucas, s'il fait 30 bonnes minutes, il lui pète sa place, je pense. Réel. Enfin, voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouve très vite pour une vidéo. Je pense qu'on vous sortira une vidéo avant là, ce week-end. Et le live machin, il y aura aussi l'avant-match et tout ça. Bref, restez branchés parce qu'il arrive des choses. Ceux qui sont sur Twitch en train de nous écouter, abonnez-vous. Parce qu'on va faire ça tous les lundis soirs, 22h. Tea Time, l'émission Première Ligue. Donc, restez branchés. Voilà. Merci Grigny. Merci Rico d'avoir été là. Merci, oui. Et voilà, on n'est pas encore rodé, on l'expliquait avec Rico hier en live, on n'est pas encore rodé à regarder les autres équipes que Manchester United. Ça ne veut pas dire qu'on ne les regardait pas avant, mais juste, enfin, moi, de manière très, très honnête, j'ai pas l'habitude de regarder les autres équipes en les analysant. Ouais, c'est dur de synthétiser. Voilà, moi, je me pose devant le match et je kiffe, tu vois. Je regarde, tiens, regarde le petit pont, regarde machin. Je vais pas aller me dire, tiens, machin. Ce qu'on a fait là sur Arsenal, ça nous a aidé d'ailleurs de faire le React. Voilà, Madueke, il a été comme ci, il a été comme ça. Moi, j'ai pensé ça trop ça, machin. C'est des trucs que j'ai pas l'habitude de faire sur les autres équipes que Manchester United. Donc, on s'y habitue. On aime la Première Ligue, on la regarde, mais c'est vrai qu'on la consomme pas comme on consomme Manchester United et on apprend à le faire. Donc, il y a sûrement un petit peu de tâtonnage et ça va aller toujours en s'améliorant. C'était l'épisode 1 de Tea Time parce que c'était le pilote la semaine dernière. Vous voyez, il commence à y avoir un sommaire, il y a des scènes, voilà, ça commence à être un peu intéressant. Pourquoi pas les résultats, pourquoi pas un classement plus tard. Enfin bon, l'avenir nous le dira. On va essayer d'améliorer cette émission parce que ce format, moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, à bientôt. Ciao. Ciao.